Cela devait être l'enjeu des élections européennes, l'évolution vers le fédéralisme à marche forcée, diront ceux qui s'en affligent. En tout cas, on peut ajouter qu'on n'est pas vraiment consulté sur le sujet, car les citoyens des pays de l'Union européenne ne savent pas tellement comment leurs institutions, évoluent. Emmanuel Macron voudrait une France elle-même beaucoup plus fédérale, avec des régions au pouvoir renforcé, ce qui passerait par l'affaiblissement d'échelons de proximité comme le maire, et l'on risque ainsi de voir le pouvoir s'éloigner de plus en plus du citoyen. Et si on ajoute précisément la numérisation qui éloigne aussi, qui supprime les rapports de proximité, on risque ainsi d'avoir un divorce accru entre une population un peu démunie et puis des politiques censées la représenter ses intérêts. Cela nous ramène aussi au grand désert français, à cette désertification de cette France périphérique, alors qu'on vante de plus en plus le concept de territoire, lequel est un peu vague, mais dit cet attachement à ce qui est concret et maîtrisable. Alors dans tout cela, en veut-on aux maires ? Maire, M-A-I-R-E, la fête des maires, c'est à la fin du mois. La question est posée par Luc Châtel, qui a été journaliste pendant 25 ans, qui est aujourd'hui fonctionnaire territorial à Saint-Étienne, dans la Loire, ville d'ailleurs emblématique de la récession industrielle française. Bonjour Luc Châtel. Bonjour, précision, je suis fonctionnaire à la Talaudière, qui est une commune à côté de Saint-Étienne. Ah, juste à côté, oui. Ouais. Et donc, il y a un caractère particulier. Vous avez des origines là-bas Non, je n'ai pas d'origine. J'ai été longtemps à Paris et je suis allé m'installer là-bas dans la région il y a 7 ans avec le plus grand bonheur. Et Saint-Étienne est une ville par laquelle on ne passe pas beaucoup, en fait. Oui. Hein. Oui. Saint-Étienne a beaucoup souffert et souffre encore d'une image de ville. Vous l'avez dit, c'est une ancienne cité industrielle, une ancienne cité minière. Donc, il y a longtemps eu des façades grises à cause de ça. Ça fait très longtemps que tout ça est terminé. Il y a un centre-ville très attractif. C'est une ville absolument très accueillante et qui a beaucoup d'atouts, en plus, qui est cernée par la nature. Et comme on ne passe pas par Saint-Étienne, en effet, beaucoup de gens conservent cette image et c'est bien dommage. Alors nous, on s'en réjouit, les Stéphanois, parce qu'on se dit ça nous préserve des flux massifs, mais c'est quand même dommage. Alors, ville grise, mais jet de peinture pour Raphaël Glucksmann. Oui, donc hier, pendant la manifestation du 1er mai, Raphaël Glucksmann avait choisi Saint-Étienne et il s'est donc fait... il a dû être exfiltré parce qu'il s'est fait agresser. Alors, c'est assez... donc, il faudra voir un peu quelles étaient les personnes qui l'ont, en tout cas, notamment physiquement agressé en lui jetant de la peinture. C'est assez étonnant parce que Saint-Étienne, et c'est un de ses atouts, est une ville apaisée. C'est une ville où on vit vraiment en harmonie. Et en tout cas, sur le plan politique, qui n'est pas connu pour des actes de violence comme celui-ci. Donc c'est lié en fait aux dissensions entre Raphaël Glucksmann et puis LFI. Oui, alors vraiment, il faut vérifier parce que je suis... Il y avait des slogans, Palestine vivra, par exemple. Oui, alors on parle plus d'un groupe de jeunes communistes, mais que les jeunesses communistes officielles ne reconnaissent pas non plus. Donc il faudra vraiment attendre tout ça. Ouais, tout à fait, oui. Vous avez été, Luc Châtel, journaliste dans la presse religieuse. Oui. Alors ça n'a rien à voir en soi avec notre sujet, mais peut-être un peu quand même, puisque le maire aussi a une fonction un peu, j'allais dire paternaliste, je dirais c'est un peu un curé laïque. Oui, c'est devenu le curé laïque dans la mesure où un des problèmes qui se pose dans le monde rural et que pose cette question de la fragilisation de la fonction de maire, c'est que vous avez beaucoup de régions, de zones, de villages où tout le lien social a disparu en fait. Et un des ferments de lien social qui a longtemps été très fort, c'était la religion catholique. C'était justement le curé du village, la vie de paroisse. Tout ça, on le sait, avec la crise que traverse l'Église catholique disparaît. Et le seul qui reste, et moi je dis aussi que c'est le dernier service public, souvent, dans des villages où il n'y a plus de bureau de poste, où il n'y a pas de transport public, des villages qui sont complètement abandonnés. Le seul lien qui reste, c'est le maire et le conseil municipal. Mais il semblerait que l'exécutif, en tout cas à Paris, les regarde, non pas de manière forcément condescendante, mais que les maires se sentent assez mal à l'aise aujourd'hui. Oui, alors c'est un peu ce que j'ai découvert, entre guillemets, mais en tout cas j'en ai découvert l'ampleur en faisant cette enquête qui est partie de questions plus d'agressions physiques qu'il y avait eu, et en interrogeant les maires... Contre des maires, en interrogeant les maires, donc des agressions physiques hyper violentes, très très graves, il y a eu beaucoup de tentatives de meurtre. Ils me disent, mais en fait, ça, c'est pas le plus grave, donc j'étais assez étonné. Et ils me disent, vraiment, ce qui nous complique la vie, c'est la façon dont l'État nous traite.
Et c'est vrai que donc j'ai creusé un peu ça, et c'est devenu un peu aussi le fil de mon enquête, d'essayer de voir au long de ces 20 dernières années. Je suis parti du gel des dotations, en fait, qui ont commencé il y a une vingtaine d'années, et de voir comment, en effet, pendant ces 20 dernières années, l'État, à travers différentes mesures, décisions, a fortement fragilisé cette fonction de maire. Donc ce n'est pas lié au macronisme ambiant? Non, pas du tout. Donc, je prends les 20 dernières années, et donc on a les présidences de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il suffit de se référer aux décisions, enfin aux prises de position de l'Association des maires de France. Enfin, aucun président n'a été épargné. Et puis quand vous en parlez avec les maires, d'ailleurs, moi je parle beaucoup des maires de petites communes. Alors une petite précision chiffrée quand même qui est intéressante à avoir à l'esprit, c'est que 97% des communes en France sont des villes de moins de 10 000 habitants. Et la moitié des communes, on a aujourd'hui à peu près 35 000 communes, plus de la moitié même, 18 000 et quelques communes, sont des communes de moins de 500 habitants. Donc on parle vraiment, quand on parle des communes françaises, on parle de très petites communes et petites et villes moyennes. Et donc, oui, elles se sentent toutes. Et donc, ces villes, ce que je voulais préciser, c'est que les maires, souvent, n'ont pas d'étiquette politique. Donc, ils ne réagissent pas ou ils ne se positionnent pas par rapport à telle ou telle étiquette de tel ou tel président. C'est vraiment par rapport à la façon dont eux ont de plus en plus de mal à exercer leurs fonctions. J'ai présenté le sujet par rapport aux élections européennes en disant le pouvoir risque de s'éloigner de plus en plus. Est-ce que c'est correct de présenter les choses comme ça pour vous, Luc Châtel? Ah oui, tout à fait. C'est une des choses qu'il y a aussi en filigrane du livre, c'est que ce qui m'a intéressé, mais bon, ce qui est assez problématique, c'est que on voit bien, on assiste bien à ce délitement du lien entre les Français et leur classe politique et leurs représentants depuis là aussi plusieurs dizaines d'années. Alors, c'est vrai pour les partis politiques. Ça fait longtemps que les Français ont perdu confiance dans les partis politiques. C'était vrai aussi pour les gouvernements, on va dire, les ministres. Pour les parlementaires, il y a eu des études depuis 10-15 ans qui montrent ça. Or, dans ce paysage politique fracturé, un paysage avec ce sentiment de défiance, un seul élu arrivait à maintenir la confiance des Français. C'était le maire. Or, ce n'est plus le cas. Alors, donc moi, pour dresser ça n'est plus le cas. C'est la défiance aussi. Ouais, c'est la défiance. Ouais. Et donc pour dresser ce constat, je m'appuie sur plusieurs éléments. D'abord mes éléments d'enquête avec donc c'est vrai ces agressions physiques où le maire, on va le voir pour demander est-ce qu'il règle des problèmes, et si il refuse ou s'il explique qu'on est dans l'inégalité, comme par exemple pour des histoires de construction. On refuse en fait la décision du maire et en réaction on va jusqu'à l'agresser, l'insulter. Après, il y a d'autres études aussi. Je m'appuie notamment sur une étude faite par un politologue, Rémi Lefebvre, qui expliquait aux dernières élections municipales, qui avertissait déjà, qui disait attention, on continue à dire que le maire est l'élu préféré des Français, et en regardant les chiffres, et notamment les chiffres d'abstention, il dit il y a une digue qui a cédé, et l'abstention commence à grandir de plus en plus en fait au moment des élections municipales, et elle suit les chiffres de l'abstention suivent le même chemin qu'ils ont suivi pour les autres élections. Donc quand on voit tous ces éléments, montée de l'abstention, agression physique, verbale, violente, alors moi je donne les chiffres, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur qui n'ont pas encore été rendus publics. Pour 2023, on est à 2700 plaintes et signalements pour tous les élus, mais c'est essentiellement les maires. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de maires ne portent pas plainte, soit parce qu'ils ne veulent pas rendre public les agressions dont ils sont victimes, notamment parce qu'ils ont peur, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas être pris à partie dans des conflits dans ces petites communes où voilà, le maire connaît tout le monde et tout le monde connaît le maire. Donc c'est des chiffres qui sont clairement sous-estimés par rapport à la réalité. Luc Châtel, dites-nous pourquoi l'exécutif en fait maltraite les maires. Il y a dans l'actualité, alors quelques éléments peut-être un petit peu techniques, mais la question de la dotation globale de fonctionnement, le comité qui s'occupe de cette dotation globale de fonctionnement, qui est une source de financement importante pour les collectivités, eh bien, a cessé ses travaux en disant que le gouvernement souhaite que nous travaillions à moyen non pas constant mais descendant.
Et donc, c'est André Léniel qui a annoncé le fait que le comité des finances locales cessait de se réunir. Donc, c'est quand même préoccupant. Oui. Et puis, il y a la question aussi de quantité de décisions que le maire ne peut plus prendre dans sa commune parce que c'est non pas la subsidiarité qui s'applique, mais c'est un échelon plus lointain qui prend les décisions à sa place. Oui, alors ça, le deuxième aspect, c'est la décentralisation. Sur le premier aspect, la dotation, la baisse des dotations, donc ça a commencé par le gel des dotations en 2011, où en effet, c'est une forme de financement très important pour les communes. Or, ce gel des dotations a été décidé suite au pacte de stabilité européen. C'est la politique de la rigueur, en fait. Et donc, pour faire des économies, le gouvernement a décidé de, dans un premier temps, geler les dotations, puis elles ont baissé considérablement. Alors, le gouvernement d'Emmanuel Macron a un petit peu redressé la barre dans la mesure où ils ont à nouveau un petit peu augmenté les dotations, mais elles ne sont pas, et donc les maires disent qu'elles ne sont pas au niveau de l'inflation. Et alors en plus, on parle de coût de la vie spécifique pour les mairies. Il y a une très forte inflation pour les mairies, dans la mesure où notamment il y a tout le coût des matériaux pour les bâtiments qui a énormément augmenté et qui proportionnellement a évidemment une importance plus importante que dans la vie d'un foyer normal. Donc je crois qu'ils estiment, l'Association des maires de France estime le coût alors je crois qu'ils appellent ça le coût de la vie municipale, la hausse du coût de la vie à peu près 6%, 7%. Or, les dotations, elles ont augmenté là de, je sais plus, 2% peut-être. Donc, de toute façon, voilà, les dotations ne sont pas au niveau. Alors, on peut comprendre en effet ce que disent, et donc ça fait 20 ans que ça dure, cette suppression des moyens financiers concrets pour les mairies. Le deuxième aspect, et en effet très problématique, c'est celui de la décentralisation, qui a fait qu'il y a eu cette étape, donc la loi NOTRe en 2015, qui a obligé les communes à intégrer un EPCI, établissement public de coopération intercommunale, on va dire un groupement de communes. Alors il y a eu plusieurs étapes, mais avec des dates obligatoires, où à la fois les communes devaient intégrer obligatoirement un EPCI, et en plus, elle devait déléguer des compétences à des dates précises. Et parmi ces compétences, il y a des compétences très importantes, comme par exemple la gestion des déchets ou le traitement et la distribution de l'eau. Si vous voulez, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un peu le recul historique avec tout ça, c'est-à-dire notamment les communes, elles ont été créées en 1789 pendant la Révolution française, et la compétence de l'eau date de 1789. Ce sont des compétences très importantes, mais qui sont aussi concrètement très importantes. Enfin, le traitement de l'eau, avec tous les enjeux que ça. Donc, les communes ont été obligées de se voir retirer leurs compétences, de les attribuer à des EPCI, ce qui fait que beaucoup de maires vous disent et le PCI n'est pas sous la direction de la mairie. Eh ben non, pas du tout. Donc, alors, en plus, avec la façon dont ça a été fait, c'est que donc j'ai un maire là d'une commune d'un village de la Nièvre, à Brassy, un village de 600 habitants, qui explique que en fait, l'État a forcé un peu les communes à faire des EPCI les plus grands possibles. Il dit qu'il y avait deux mantras qui ont été dans les années où ça s'est fait, les années 2010, qui revenaient régulièrement en matière de décentralisation. C'était moins il y a d'élus, moins ça coûte. Donc plus on fait un regroupement de communes grand, moins on va avoir d'élus. Donc les communautés de communes. Voilà. Et plus c'est grand, mieux c'est. Il dit on a appliqué à la décentralisation un slogan qui a été longtemps utilisé, puis peut-être toujours dans l'économie, c'est Big is beautiful. Voilà. Alors, il explique, moi, et d'ailleurs je l'avais rencontré il y a une quinzaine d'années, lui avait commencé à contacter les maires pour faire un regroupement de communes, mais un regroupement de communes à taille humaine, on va dire, et qui s'explique parfois. Il me disait, quand on fait de la voirie, donc l'entretien des routes, parfois on devait s'arrêter, l'agent de ma commune devait s'arrêter au milieu de la route, parce que c'était la commune voisine qui commençait, donc ça c'était un peu bête, donc c'était nécessaire qu'on se regroupe à des petites communes. Mais il me dit, là, on nous a forcé à avoir un regroupement de communes immense, et il dit,
dit, on se retrouve à un regroupement de communes qui fait 10 fois la surface de Paris. Donc dans la Nièvre, 1000 km². La Nièvre, qui est un département qui est assez mal desservi par les transports en commun, et il explique que, alors d'une part, comme ces regroupements de communes sont très grands, il y a certains maires de petites communes qui ne sont pas représentés, donc ils n'ont pas leur mot à dire, ce qui pose un vrai problème démocratique. Et par ailleurs, il me dit, il y en a certains qui ne viennent pas parce que c'est trop loin, enfin, ça leur prend trop de temps pour venir. Donc on a là, et en plus, il dit, nous, parfois, on est pris à partie par des habitants qui nous contestent des décisions qui n'ont pas été prises par nous, mais par le regroupement de communes. Donc, vous avez là un vrai problème. En fait, cette décentralisation a été pensée contre les maires, ils n'ont pas été consultés, et en fait contribue à fragiliser ce lien démocratique dont on voit bien qu'il est très faible, très ténu. Alors que les gens s'attendaient sans doute, dans le mot décentralisation, ils attendaient sans doute au contraire un pouvoir accru pour les maires, tout à fait. Et pas forcément le fait qu'on leur ôte des compétences, parce que les EPCI donc décident dans quantité de domaines. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu les EPCI, et en plus, il y a eu cette politique de métropolisation qui a été lancée aussi sous le quinquennat de François Hollande, mais qui est la vision générale, partagée par tous les présidents, qui est qu'en fait, l'avenir, le progrès, ne peut passer que par les grandes villes. Les grandes villes sont source de richesse, sont source d'emploi, sont source de création d'activités. Donc, il faut tout miser sur les métropoles. Et je cite d'ailleurs une phrase de Nicolas Sarkozy quand il était président, qui dit « Si vous voulez des TGV dans les grandes villes, on ne peut plus avoir un bureau de poste ouvert pour tous. » Mais le bureau de poste pour tous, c'est la définition même du service public. Donc, il y a eu une fragilisation, mais vraiment par tous les présidents, des services publics, lié à cette vision totalement métropolitaine qui a contribué à créer une fracture. Alors moi, je ne parle même pas par rapport à la France périphérique, là on parle vraiment de la France rurale, ce sont des régions entières, des zones entières, donc des milliers de communes et des millions de personnes qui sont là, qui ont vu en fait leurs moyens supprimés tout simplement parce qu'on a voulu mettre en avant les métropoles. La question des logements HLM également et parfois n'est plus de la compétence du maire. Il y a aussi des répartitions autoritaires là-dessus, de populations qui échappent au choix du maire. Alors, ça reste. Alors, la question de la politique sociale reste quand même à travers le CCAS de la politique du maire. Mais de toute façon, le problème, c'est que dans tout ça, les habitants sont perdus, en fait, ne savent plus qui fait quoi entre la commune et la communauté de communes. Donc vous avez une vraie fragilisation et on peut penser que cette fragilisation du lien, où on ne sait plus qui nous représente et qui décide de quoi, peut contribuer à faire qu'on va se comporter avec le maire un peu comme on se comporterait avec n'importe qui, ce qui pose un vrai problème aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est que cette agressivité envers les maires est révélatrice d'une agressivité plus générale de beaucoup de Français dans tout un tas de domaines. Je cite des études qui parlent du comportement sur la route, du comportement en entreprise, où il y a eu des grandes enquêtes qui ont été menées, où les salariés eux-mêmes disent qu'ils sont de plus en plus individualistes et qui veulent avant tout penser à eux. Et c'est ce qui revient beaucoup dans ce que disent les maires sur le comportement de leurs administrés, c'est qu'ils ont face à des gens qui veulent, donc je cite un maire là, de Bretagne qui dit, en fait, on est face à des gens qui veulent tout de suite et tout pour moi. Avec cette forme citoyen-consommateur. Citoyen-consommateur. D'abord consommateur et puis éventuellement citoyen. En fait, c'est un citoyen-consommateur dans le sens où il consomme sa citoyenneté. C'est-à-dire que la citoyenneté, pour ces personnes-là, n'est plus une prise en compte des intérêts particuliers dans le cadre d'un intérêt général, d'un intérêt commun. C'est la prise en compte des intérêts particuliers, point. L'intérêt commun, on ne veut plus y penser. Comment faire, Luc Châtel? Est-ce qu'il y a des préconisations à partir de votre enquête et puis de tous les éléments d'explication que l'on peut glaner ici ou là sur l'évolution des mentalités? Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir? Alors, il y a des leviers concrets qui sont en train d'être mis en œuvre et qui ont déjà été en partie mis en œuvre. Alors, plus lié à la question de la sécurité, donc avec notamment ces deux grosses agressions assez violentes qu'il y a eu en 2023. Donc, il y a des dispositifs qui ont été mis en œuvre avec une plus grande disponibilité de la gendarmerie. Donc, ça, les maires le reconnaissent, que même les préfets les préfectures sont un peu plus à l'écoute qu'avant, où il y avait un vrai problème de contact avec les services préfectoraux, des maires qui se sentaient méprisés. Donc tout ça, mais bon, on est sur la sur le fond des choses. Alors il y a des éléments un peu
qui commence à être un peu rassurant. C'est-à-dire que d'une part, il y a maintenant de plus en plus, quand les maires se font agresser, il y a des réactions de la population. Il y a un maire, là, j'ai vu il y a quelques jours, qui s'était fait dans le nord d'une petite commune, qui s'est fait agresser, insulter. Il y a une manifestation de centaines d'habitants pour le soutenir. C'est une toute petite commune. Donc il y a une prise de conscience de la population que cet échelon-là est important. Et puis finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que on voit bien dans différentes enquêtes qui peuvent être faites sur ce que veulent les Français, ce qu'ils souhaitent pour eux et pour le pays. On retrouve des valeurs, des critères qui sont ceux qui déterminent la vie en ruralité. En fait, les gens ne veulent plus vivre dans les grandes villes. Ils veulent manger sain, on mange sain plutôt en zone rurale. Ils veulent la métropole s'essouffle, donc le modèle... Et en plus, contrairement à cette idée reçue qui veut que la métropole est source de richesse et lieu un peu de protection contre la pauvreté, c'est faux. En fait, il y a eu des études de l'INSEE, notamment en 2016, qui ont démontré que les métropoles avaient des taux de pauvreté beaucoup plus importants que la moyenne nationale, à hauteur de 15%, je crois. Donc en plus, c'est un modèle qui demande vraiment à être interrogé. Luc Châtel, la ville de Denain, dans le Nord, n'a plus d'assureur pour ses bâtiments depuis le 1er janvier. Aucun ne souhaitant s'engager après les importants dégâts causés par des émeutes consécutives à la mort de Naël en juin dernier. Ça, c'est aussi une vraie question. Hein. C'est un très grand problème pour beaucoup de communes, parce qu'en effet, vous avez des bâtiments communaux qui subissent des dégâts, alors soit du fait d'incivilité, mais soit aussi du fait, et il y en a eu beaucoup, d'intempéries, d'averses, de grêles, de tempêtes de vent. Moi, dans la commune où je travaille, il y a eu des arbres qui ont été arrachés. Et en fait, c'est comme pour chacun d'entre nous, quand vous cumulez les dégâts, votre assureur, à un moment, il vous dit, et donc là, pour les communes, ils disent, quand le contrat arrive à terme, certains ne veulent plus assurer, ne veulent plus renouveler leur contrat. Donc vous avez des communes qui ont énormément de mal à trouver même un assureur avec lequel discuter. Et quand on en trouve, parfois, ils fixent des tarifs qui sont absolument insupportables pour les mairies, qui en plus ont de plus en plus de problèmes de financement à cause notamment de la baisse des dotations, mais pas seulement, du coût de la vie. Donc, la suppression de la taxe d'habitation. Alors, la suppression de la taxe d'habitation, c'est pas un problème de financement, parce qu'elle a été compensée par d'autres dotations, mais en fait, ce que disent les maires, c'est que la taxe d'habitation, c'était en fait pour eux un moyen d'avoir une politique fiscale. C'est-à-dire que et ils disent en fait, ça a un peu remis en question un principe constitutionnel qui est celui de la libre administration des collectivités. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on n'a plus les moyens d'avoir une politique de définir le taux de notre taxe d'habitation. On va fixer des dotations avec des critères établis de façon assez abstraite. Et donc, ils disent, on nous retire aussi un moyen d'avoir une politique communale fiscale. Merci Luc Châtel. Un dernier point peut-être. Vous venez donc de Saint-Étienne, on l'a dit, la vallée du Gier, ce n'est pas loin. C'est un vieux bassin industriel. Oui. Est-ce que tout cela, ce n'est pas lié finalement à la santé industrielle du pays ? Alors oui, on peut penser qu'il y a derrière cette crise, derrière toutes ces violences, une forme d'intranquillité face à l'avenir et de crise sociale latente. Après, Et c'est le maire qui est en première ligne là-dessus. Oui, parce que notamment dans les petites communes, le maire, alors je cite un maire, mais c'est une phrase qui revient souvent dans les mairies, le maire est à portée de baffe, et donc malheureusement pour lui, ça arrive parfois. Merci Luc Châtel. Je rappelle que vous êtes journaliste aujourd'hui, fonctionnaire territorial près de Saint-Étienne, dans la Loire. Une plongée inédite dans le quotidien des maires de France à mettre en vis-à-vis avec les élections européennes qu'on va bientôt connaître. Qui veut la peau des maires de France aux éditions du Cherche Midi. Merci, à bientôt. Merci à vous.